Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère tout feu, tout flamme. Flamme avec ou sans elle. Avec elle, les flammes montent au ciel. Sans elle, elles deviennent femmes. Nous parlons avec Ahmed Madani de son spectacle Flamme, dont il a mis le L entre parenthèses. Notre auteur en scène y réunit 10 jeunes femmes ardentes, toutes issues de la diversité, selon l'expression consacrée. Chacune lui a raconté son histoire, entre pays natal des parents et terre d'exil francilienne. Et lui, il les a poussées sur les planches où elles ne se sont pas brûlées. C'est à boire qu'il nous faut et pour cela nous partons avec Anne Bonneau au Burkina Faso pour y trinquer au goût de l'enfance d'Abibou, le zom koum, alias l'eau de bienvenue, servie aux étrangers en gage d'hospitalité. Changement de température avec Patrice Elie-Kozak qui nous emmène au théâtre voir Sous la glace de l'allemand Falk Richter, plongée réfrigérante dans le monde du travail et de ses anonymes compétiteurs. Enfin, dans son Speak French, Jean-Marie Chazot nous dira ce qu'il se passe avec la langue quand les sages-femmes sont des hommes. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Ahmed Madani. Bonjour. Comment vous entendez-vous avec la francophonie ? Je m'y entends très bien. Je parle français. Mon père parlait français avec une pioche dans la bouche, mais il s'en débrouillait pas mal. Ma mère a eu la chance d'aller à l'école un petit peu. Mais... Vos parents algériens ? Oui, d'origine. Oui, mes parents sont algériens, nés français sous la colonisation, évidemment. Alors la francophonie, c'est parfois ce qui sépare de leurs parents les jeunes femmes de votre spectacle. Flamme, le français est leur première langue et comme vous, pas forcément celle de leurs parents. Exactement, oui. La langue maternelle n'est pas forcément celle qu'elles parlent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont cette connaissance, disons, auditive de la langue maternelle, même si elles ne la parlent pas. Enfin, il y a quelque chose qui les habite à l'intérieur. Et puis, dans le spectacle, il y a des citations comme ça de ces paroles de mère. Via les réseaux sociaux, vous avez organisé des castings, vous avez rencontré, interrogé des jeunes femmes sur leur vie de filles d'exilés. Comment est-ce que vous avez procédé pour transformer leur récit en matière théâtrale ? C'est l'écriture. Ça passe vraiment par l'écriture qui permet de symboliser, de mettre à distance, d'amener de la poésie, d'avoir une construction dramaturgique qui déplace un petit peu le propos et en le mettant à distance, le rapproche du spectateur, des spectatrices et puis en même temps permet aux jeunes femmes qui sont sur scène d'incarner vraiment quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes qui est pourtant elle-même. Est-ce qu'il vous a fallu, d'une certaine manière, un travail de traduction, Ahmed Madani, pour faire de leur discours brut une expression incandescente ? Peut-être pas de la traduction, mais vraiment une espèce d'élaboration dans l'écriture qui est mon travail d'auteur en vérité. C'est-à-dire qu'en les racontant, je me raconte moi-même. Ça met de la distance entre elles et moi. Et l'écriture est un peu le centre premier de cette aventure. C'est le théâtre pour moi. C'est écrit avec des mots, c'est écrit aussi avec des corps, avec de la musique, avec de la lumière. Donc du coup, leur histoire est totalement transposée. Elle leur appartient sans leur appartenir en fait. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Ahmed Madani, je laisse le soin à Corinne Alexia de vous le présenter à sa manière, tarabiscoté dans son portrait coupé et décalé. Qui ne connaît pas Ahmed Madani ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Eh bien, Ahmed Madani fait du théâtre malgré lui. Ses parents le voulaient médecin, mais le jeune Ahmed, encore lycéen, a le béguin pour sa prof de français, si jeune et si jolie. Il s'inscrit à son club théâtre, il veut brûler les planches avec elle, mais sa prof ne va pas rejouer Mourir d'aimer avec lui. Ahmed Madani ne cherche pas la consolation chez Hippocrate. Pour ses parents, il coupe la poire en deux en devenant psychothérapeute. Mais le théâtre le hante. Le théâtre est son vrai foyer. Rideau sur son autre activité. À La Réunion, il monte le festival L'œil du cyclone. Et la pièce Le médecin malgré lui. Comme un clin d'œil à son avatar de docteur Ahmed Madani. Alors, 30 ans de théâtre et 30 spectacles sont-ils autre chose pour le petit garçon rouge, de confusion, face à sa prof de français, qu'une théâtrale psychothérapie ? Le fantôme du docteur Ahmed Madani que vous n'avez pas été, vient-il certaines nuits vous tirer par les pieds pour vous dire « c'est tout bib que tu aurais dû être » ?
Non, ça m'arrive plus, hélas. Enfin, ça m'est arrivé dans ma jeunesse où vraiment je craignais les foudres maternelles. Et puis, en fait, un jour, ma mère découvre que je fais du théâtre par une émission de télévision que sa sœur a vue à Marseille. Et elle l'a appelée, elle lui dit, écoute, je crois que ton fils fait du théâtre. C'était caché jusque-là? Oui, ça a été pendant 10 années, vraiment une sorte de secret. Et puis voilà, le secret a été révélé et accepté finalement. Avec le théâtre, est-ce que vous estimez que vous soignez bien mieux la société que vous n'auriez pu le faire en tant que médecin? Je crois que docteur de l'âme, c'est pas nul. Et docteur des arts, c'est pas mal aussi non plus. C'est-à-dire que c'est vrai que le théâtre, il amène une joie et il nous fait oublier nos souffrances d'un instant, comme ça, parce qu'on y rêve. Alors justement, pour les besoins de son portrait, Corinne Alexia a sans doute exagéré l'importance de votre amour de jeunesse pour votre prof de français. Mais de quoi est-ce que vous avez été guéri par le théâtre? J'essaie de me guérir de moi-même. C'est très difficile. Parce que je rencontre les autres. Et je pense que le théâtre, c'est une quête de la réconciliation avec soi-même. Et c'est vraiment ce à quoi je m'acharne chaque jour. Et est-ce que Flamme a eu un effet thérapeutique sur les actrices qui y participent? J'ai l'impression qu'elles ont fait le même parcours que moi, c'est-à-dire qu'elles se sont découvertes, elles ont repris confiance en elles, elles prennent maintenant beaucoup de plaisir à être sur la scène et je pense qu'elles ont aussi une certaine fierté d'être les femmes qu'elles sont. Sur les planches, tout le monde, absolument tout le monde, peut devenir l'interprète de sa propre vie? J'ai l'impression que c'est possible. Après, je pense qu'il faut quand même avoir une appétence pour le jeu, pour le plaisir de jouer sur une scène. Mais hormis cela, une simple présence, comme ça, un passage sur un plateau, c'est très fort. Enfin, c'est une présence humaine, c'est intéressant. Elle ne l'était pas au départ. Est-ce que vous avez suscité des vocations d'actrice? J'ai l'impression que pour certaines d'entre elles, il y a eu des confirmations de désir. Pour d'autres, des affirmations. Total. Premier extrait de Flamme, chacune des 10 jeunes femmes, 10 actrices, présente sa vraie histoire, sous son vrai nom, comme on va l'entendre tout de suite. Sakura Maichi Lu. Je m'appelle Lorraine Dulimbois. Quand je dis mon nom au téléphone, tout va bien. Mais dès qu'on me voit, on me fait les yeux tout ronds. Parce que j'ai pas une tête à m'appeler Lorraine et pas une tête à m'appeler Dulimbois. Mes parents viennent de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est pas un pays. C'est une région ultra-périphérique européenne. L'Europe, c'est grand, faut pas croire. Christophe Colomb aborde en Guadeloupe le 4 novembre 1493. Les premiers habitants de l'île s'appelaient les Arawaks. Ils ont été massacrés en quelques décennies par les Caraïbes. Les Caraïbes ont tué les Arawaks et puis ont violé leurs femmes et leurs filles. Les Espagnols ont tué les Caraïbes et puis ont violé leurs femmes et leurs filles. Les Français ont tué les Espagnols et puis ont violé leurs femmes et leurs filles. Les colons ont fait venir des esclaves d'Afrique et puis ont violé leurs femmes et leurs filles. Ma lignée est introuvable. Ce qu'on a entendu là, Ahmed Madani, c'est la copie conforme de ce que vous a raconté Lorraine Dulimbois pour la première fois, ou ça a été très réarrangé? Non, c'est arrangé, c'est mis à distance. Lorraine, elle est née en France métropolitaine, et donc elle ne connaissait pas la Martinique avant d'y être allée avec moi, ni la Guadeloupe. Donc elle raconte quelque chose qu'elle transpose évidemment, et qui lui permet, elle, de s'incarner sur scène, tout simplement. Alors évidemment, elle s'appelle bien Lorraine Dulimbois, et la manière dont elle le dit, il y a vraiment une autodérision, et c'est ça qui est joyeux dans ce spectacle, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux en fait. Qu'est-ce qui vous a touché chez Lorraine Dulimbois? Ce qui m'a touché, c'est sa présence, sa candeur. Elle a une forme de naïveté, mais elle a une grande force en elle et une détermination incroyable. Et ça, c'est chez chacune de ces jeunes femmes, j'ai trouvé cette détermination. Et c'est comme ça que la complicité s'est mise entre nous. Pour sélectionner les 10 jeunes femmes qui font la pièce, combien est-ce que vous en avez rencontré en tout? Je l'ai rencontré environ une centaine. Et dans des périodes qui étaient, je veux dire, au moins ça durait une semaine la rencontre. C'était pas un casting, c'est pas une audition, c'est vraiment une rencontre humaine, un échange profond. Et les personnes qui sont restées, c'est celles qui ont pu échanger avec moi encore plus profondément. Est-ce que vous avez cherché la complémentarité entre les différents récits?
C'est-à-dire que si ça se recoupait trop, il fallait... Dans l'écriture, c'était nécessaire d'avoir cette démarche-là. C'est-à-dire que vraiment, l'écriture, elle a consisté à mettre en scène la singularité de chacune, mais dans une perspective de pluralité. Donc les récits se tissent les uns par rapport aux autres et ça construit comme ça une espèce de toile qui raconte quelque chose qui les dépasse, qui les inclut et les dépasse. Et de leurs témoignages initiaux, Ahmed Madani, est-ce que vous étiez toujours d'accord, elle et vous, sur ce qu'il fallait absolument garder ? Parfois non, pas du tout. Y a eu des oppositions, enfin pas des oppositions, des pudeurs en fait, surtout des pudeurs. Alors donc moi je travaillais progressivement dans la durée pour que ces pudeurs se relâchent. Et puis il n'y avait aucun mot qui a été prononcé dans l'écriture qui ne corresponde pas au désir de la personne qui est sur la scène. C'est-à-dire que chacune doit assumer intégralement son texte. Et quand il y avait on discutait sur les propos, sur les mots, sur les phrases. Et puis au bout du compte, il y avait un accord. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie d'Ahmed Madani, l'auteur en scène, comme il se définit lui-même, du spectacle Flamme, deuxième partie d'une trilogie sur la jeunesse issue de l'immigration. Il y a d'abord eu les jeunes hommes dans Illumination, puis les jeunes femmes dans Flamme, et les deux genres seront réunis dans la troisième partie à venir. Tout de suite, place à une autre mise en scène sonore, orchestrée par Anne Bonneau pour le goût de l'enfance d'Abibou. Elle se souvient de la boisson de bienvenue que l'on préparait dans son village burkinabé. Le zomkom, c'est une boisson faite à base de farine de petit mil mélangée à du sucre, du gingembre, du jus de tamarin. C'est une boisson très sucrée et qui donne beaucoup de force. Et aussi une boisson préparée lors des mariages, lors des fiançailles, lors des présentations de famille, lors des funérailles, lors des cérémonies de deuil. Mon enfance, je l'ai passé dans le nord du Burkina, dans un petit village qu'on appelle Séguénéga. Un petit village de moins de 3000, 4000 habitants, où 2-3 ethnies se côtoient. C'est une boisson généralement qui est offerte à l'étranger quand il arrive dans la maison. Étant actuellement en ville, moi je sais le faire, je sais préparer ma boisson, donc je n'ai pas besoin de repartir au village pour le faire. Étant en ville, je le fais quand j'ai le temps. Et lors des cérémonies, lors des fêtes, jours de fête, je les fais pour mes convives. Gardez-vous un goût de l'enfance de vos toutes premières années à Remsi en Algérie, dans la région de Tlemcen où vous êtes né, Ahmed Madani. Oui, bien sûr. Je pense qu'une des boissons que je buvais dans mon enfance, qui était préparée par ma mère, était à base de lait caillé qu'elle secouait. Alors elle retirait le beurre et c'est une boisson... Après j'ai découvert que les Bretons faisaient la même chose. Une sorte de kéfir. Oui, c'est ça, c'est un leben, on appelait ça. Et là, en Bretagne, il y a la même boisson, c'est très étonnant. Et donc j'en bois quelquefois encore. Vous retournez à ce pays natal en Algérie de temps en temps ? Je suis retourné en 2009, je n'étais pas retourné depuis 50 ans. Et donc voilà. Avec quelle émotion, quelle impression, quel choc éventuellement ? Étonnant, j'ai revu les images de mon enfance. Ce qui m'a frappé le plus, c'est les barrages militaires, les sacs de sable. Et moi, j'avais vécu la guerre d'Algérie, enfin comme ça, très jeune, j'avais 5-6 ans. Et j'ai retrouvé ces images-là. Il y avait encore des barrages, il y avait encore des sacs de sable, il y avait encore des militaires en armes, des contrôles routiers. Enfin, ça m'a quand même sidéré. À un demi-siècle de distance, rien n'avait changé finalement de ce point de vue-là en tout cas. De ce point de vue-là, oui, j'étais choqué quand même. Le zomkoum, l'eau farineuse au haut de bienvenue, ce filtre d'hospitalité, donc d'amitié dont nous parlait Abibou, c'est ce qui a manqué aux parents de vos flammes quand ils sont arrivés en France, d'avoir ces rites d'accueil ?
Sans doute, ça dépend du contexte de chacune des protagonistes de la pièce. En tout cas, pour certaines, il est certain que ça n'a pas été facile, cette intégration des parents. Mais cette intégration de la jeunesse n'est pas toujours encore évidente aujourd'hui. Et ce qui est formidable dans cette équipe, c'est qu'il y a une volonté totale de rompre avec la tradition familiale, de cette difficulté à rentrer en contact avec le pays dans lequel ils sont accueillis. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé dans votre propre famille, puisqu'il y a eu finalement le même déplacement d'un côté à l'autre? C'était difficile parce que mes parents sont arrivés en pleine guerre d'Algérie. Les premiers temps ont été âpres parce qu'il y avait ces conflits. Mais en même temps, ma mère m'a toujours dit que les Français de France métropolitaine étaient très très accueillant, et cette guerre-là était une guerre qui était triste, qui était un peu sale, et on en avait conscience dans ce pays-là. Et donc il y avait un accueil, il y avait une générosité qui était présente, et puis en même temps il y avait de temps en temps des actes racistes, etc. Ça arrivait, mais c'est pas ça qui l'a marqué le plus, je pense. On a entendu Habibou en parler, mariage, fiançailles, funérailles, naissance. Quelle place tiennent ces grands événements de la vie parmi vos flammes? Je pense qu'elles sont, dans l'ensemble, extrêmement empreintes de ces traditions familiales, très fortement attachées à cela, et en même temps, parfois, le désir de vivre les choses autrement, avec leur culture de jeunes femmes qui vivent en France aujourd'hui, avec la langue française, avec la culture française. Donc ça fait une espèce de choc culturel qui est à l'intérieur d'elles. C'est très intéressant. Nouvel extrait de la pièce, c'est au tour de la haïtienne Dana Fiac d'être sur le devant de la scène. Allô Dan, bonsoir chérie, c'est maman. Ça fait 2 fois que je t'ai appelé, mais j'ai laissé message, tu m'as pas répondu. Dan, c'est moi. C'était la voix de ma mère. Elle m'appelle tout le temps, ça m'agace. Je m'appelle Dana, en fait. Mes parents viennent d'Haïti. Et avant, quand j'étais petite, je croyais qu'on était des aliens. Ouais, qu'on habitait à E.T. avec E.T. l'extraterrestre. Téléphone, maison. Allô Dan, bonsoir chérie, c'est maman. Ça fait 2 fois que je t'ai appelé, mais j'ai laissé message, tu m'as pas répondu. Ma mère s'inquiète toujours pour moi. En général, elle me parle en créole, mais sur mon répondeur, ses messages, toujours les mêmes, sont toujours en français. E.T. comme le film de Spielberg, pour dire qu'avant les parents de Dana étaient à Haïti, au pays des extraterrestres. Ce genre de réplique, Ahmed Madani, ça ne s'invente pas comme on dit, ou bien si justement ça a été inventé pour les besoins de la pièce? Oui, j'ai inventé ça pour les besoins de la pièce, et au moment où justement Dana a reçu son texte, elle était morte de rire. Déjà, elle était très étonnée que j'ai récupéré un enregistrement de la voix de sa mère, qu'elle ne s'entendait pas entendre sur le plateau. Et puis alors après, il y avait cette boutade, cette drôlerie de l'alien, de l'étranger en vérité. Et alors là, du coup, mais ça lui correspondait parce qu'elle a une espèce comment, elle est facétieuse, elle est malicieuse, et de lui faire dire ce texte-là, de lui donner à elle, finalement, c'est un petit bouquet de fleurs qui arrive à un moment donné dans le spectacle. Ça veut dire que vous avez rencontré les parents, les entourages, pour mieux cerner les personnes? Non, mais au travers d'elles. Je leur ai demandé de me raconter leur mère, de me raconter leur père. Et donc, du coup, je recueillais comme ça pas mal d'informations. Et cet enregistrement, elle me l'a fait écouter un jour. Elle me dit, regarde, c'est le message que m'a donné ma mère. Je dis, tu me l'envoies, s'il te plaît, je l'écouterai. Et puis, en fait, il est ressorti dans le spectacle et c'était très plaisant. Dans Illumination pour les garçons, vous aviez affaire à des jeunes agents de sécurité du Val-Fouré, en banlieue parisienne, avec cette autre réplique savoureuse: nous sommes là pour vous protéger de nous-mêmes. Pourquoi avoir choisi cette forme de spectacle à 3 temps, d'abord masculin, puis féminin et enfin mixte? C'est une volonté de raconter une histoire qui n'est pas... c'est vrai qu'elle est genrée, cette histoire. C'est-à-dire, les hommes sont arrivés les premiers dans le désir de l'immigration, de partir. C'est des Ulysses, en fait. Ils partent, et puis ils appellent leur épouse, ils en trouvent, et ils font famille, et ils engendrent. Et puis, donc, les femmes arrivent en deuxième position. Et donc, le troisième volet, ce sera ça, c'est réunir ces deux parties de l'humanité, et pour voir comment se projette dans l'avenir. Alors, pour vous, qui était le plus facile à accompagner, on dirait à driver, si on était soudain brouillé avec la francophonie, les garçons ou les filles?
Les difficultés sont différentes dans chacune des troupes, des équipes. Je ne dirais pas que c'est plus facile avec les unes ou avec les autres. Simplement, il y a peut-être plus d'intimité avec les jeunes femmes qu'avec les garçons. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le bonusphère culturel de Francosphère. Chaque semaine, Patrice et Lydie Kozak se posent la même question. Qu'est-ce que je peux faire? Et chaque semaine, il y répond de la même façon. Il va au théâtre pour nous raconter la pièce qu'il a vue, cette fois Sous la glace, dont le personnage principal, Jean Personne, est écrasé par sa fonction. Sous la glace, c'est comme se retrouver à percer de son poids la couche de verglas sur un lac et être coincé sous les eaux glacées sans jamais pouvoir refaire surface. Cette image que le personnage de Jean Personne évoque au tout début de la pièce préfigure notre monde, froid, glacé, insensible et qui nous retient prisonniers. Jean Personne a beau se raconter, évoquer des souvenirs d'enfance, nous prouvant ainsi qu'il a une existence, il n'est personne, invisible. Une frustration qui engendrera un homme froid, calculateur. Eux qui ne me voyaient pas, ils vont voir. Et quoi de mieux pour exercer ses talents que le monde de l'entreprise du consulting? Parabole de notre monde qui va mal, où la performance des chiffres et du résultat compte plus que la relation à l'autre, Sous la glace nous met sous pression grâce à un trio d'acteurs impeccables qui livrent une partition jouant tour à tour sur la cruauté, le cynisme, le désarroi. Est-ce qu'il vous reste du temps et surtout de l'envie, Ahmed Madani, pour aller voir ce que font vos collègues, auteurs et metteurs en scène? Oui, je vais régulièrement. Je suis allé voir justement une pièce de Falk Richter il n'y a pas très longtemps, Ivresse, mise en scène par Jean-Claude Fall. Et en dehors des invitations que vous recevez, qu'est-ce qui vous motivera à aller voir plutôt tel ou tel spectacle? L'écriture, vraiment le texte, la profondeur du texte, c'est ça qui est mon moteur. Flamme, Illumination, ces récits de jeunes femmes ou de jeunes hommes, est-ce que vous auriez pu les monter de la même façon à l'île de la Réunion, dont vous avez dirigé pendant plusieurs années le centre dramatique de l'océan Indien et lancé le festival L'œil du cyclone? J'aurais pu parce que la démarche est la même et j'avais réalisé un spectacle qui s'appelait L'improbable vérité du monde, réalisé avec des acteurs qui venaient de la Réunion, de Suisse, de Madagascar, des Comores, de Maurice. Oui, cette démarche-là, oui, elle m'est très propre de faire parler des personnes et puis de recueillir leurs paroles comme ça, puis d'écrire quelque chose à partir de leur matière humaine. Pour autant, Ahmed Madani, est-ce que les mêmes pièces peuvent se créer partout et se voir partout de la même manière? Non, absolument pas. Je pense qu'il y a une vraie singularité d'un territoire, d'une histoire. Mais ce qui est très important pour moi, c'est l'humanité. Et du coup, cette humanité donne l'universalité d'une œuvre. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot. Il lui a été inspiré par Illumination et Flamme, vos deux spectacles. Et il nous parle donc des genres dans la langue. L'anglais a l'avantage sur le français d'éviter tout débat sur la féminisation des noms de métiers grâce à l'emploi du neutre. Ainsi, derrière le mot nurse, on trouve aussi bien un infirmier qu'une infirmière. Mais en français, par exemple, quand on parle des infirmières en grève, on englobe bien sûr les infirmiers qui sont minoritaires. Les sages-femmes sont aussi parfois des hommes. En 1982, la profession leur a été ouverte en France et on a proposé de parler de maïeuticiens. Mais ces hommes obtiennent bien un diplôme de sage-femme dans une école de sage-femme, comme ce jeune praticien de l'hôpital de Cholet qui répond à un collégien du blog Job Inspi. Moi, quand je me présente à l'hôpital auprès de mes patientes, je dis bonjour Florian, je suis sage-femme. Effectivement, il y a un autre nom, c'est maïeuticien. Et si tu te présentes auprès de la patiente et que tu lui dis bonjour Florian, je suis maïeuticien, elle va se dire mais c'est quoi ? Le dictionnaire Larousse et Robert précisent que sage-femme est un nom féminin et le français s'avère finalement moins machiste que l'anglais qui parle de midwife pour une femme sage-femme, mais qui se sont obligés de préciser midwife male, mâle, pour un homme faisant métier d'accoucheur. C'est ce que vous êtes, Ahmed Madani, un accoucheur. Alors vous préférez qu'on vous appelle sage-femme ou maïeuticien? Non, autant dramatique, ça me va bien. À moins que vous ne soyez un sage-flamme. Alors, sage-femme, ça me déplairait pas, je pense. Oui. Effectivement, c'est une bonne idée, ça. Est-ce qu'il y a eu des accouchements plus difficiles que d'autres, en l'occurrence, que ce soit dans Illumination ou que ce soit dans Flamme? C'est toujours très difficile. Franchement, Flamme a été un accouchement douloureux. Pour moi, ça a été très très long à écrire pour trouver la justesse. Alors que sur le plateau, ça paraît d'une grande simplicité, mais je pense que c'est une des œuvres qui a été les plus difficiles pour moi à écrire. Pourquoi? Qu'est-ce qui était compliqué?
C'était de donner l'impression de la proximité avec la personne qui est sur le plateau, et tout en donnant une dimension universelle. Et donc de rapprocher ce récit-là d'autres vies. Et donc, faire simple, c'est toujours compliqué en vérité. Et ce récit, il était reconnu et accaparé par celles qui étaient censées en être les auteurs, ou elle se disait, bon, bah là, vraiment, je suis l'acteur de ce que raconte Ahmed Madani? Non, parce qu'il y avait des morceaux d'elle à l'intérieur qui faisaient que c'était leur histoire, et en même temps d'autres qui leur permettaient de raconter une autre histoire. Et c'était ça l'enjeu, c'est ça qui était difficile, c'était d'être proche et loin en même temps. Et comment a été conçue cette histoire? Comment est-ce que vous y avez pensé finalement? Comment j'y ai pensé? J'y ai pensé pendant tout le temps où je rencontrais les jeunes femmes dans les ateliers qui allaient me permettre d'avoir une distribution. Et à ce moment-là, je mettais sans le savoir en place la dynamique de la dramaturgie du spectacle. Et je m'en suis rendu compte plus tard. C'est-à-dire que c'était très simple. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Chantez-moi une chanson. Elle venait au départ pour un atelier théâtre avec vous? Elle venait au départ parce qu'elle savait qu'il y avait une recherche de ma part de personnes qui voulaient parler d'elles-mêmes, de me rencontrer, de faire un spectacle, c'est sûr, mais au bout d'une journée ou deux, tout ça a été complètement oublié, puisqu'on était dans un rapport d'intimité, d'échange et de grande proximité. Et donc, ce caractère de l'intimité, je ne savais pas comment le rendre au théâtre. Et c'est vraiment dans cette période de 2 années de recherche que s'est élaboré, dans le fond, le principe de l'écriture du spectacle. Vous avez tourné partout, vous êtes allé à Avignon, ça n'est pas fini. Vous avez des dates prévues en Outre-mer, Ahmed Madani? Je pense qu'il y a un projet pour la Guadeloupe où nous sommes allés jouer déjà à la Martinique la saison dernière, et peut-être à l'île de la Réunion. À surveiller donc la tournée du spectacle Flamme pour savoir s'il passe près de chez vous. Il ne faut pas le manquer. Merci Ahmed Madani. Merci beaucoup. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Patrice, Lydie Kozak, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessommes.